Très bien. Bon, j'ai l'impression de... Nathalie est où? Elle était là tout à l'heure. Elle est rentrée. Ah. J'ai l'impression qu'on est là dans un haut lieu, finalement. Il y a quelque chose qui se passe, puisque un certain nombre d'entre vous étaient déjà présents en septembre, mais c'est le deuxième après-midi que nous faisons du même type dans ce lieu donc qui est la maison de Nathalie, notre hôte, que nous organisons un barbecue. Et j'ai l'impression que beaucoup de choses commencent ici. On pourra dire peut-être dans quelque temps que cette maison de Machecoul est vraiment le haut lieu du début du combat qui va permettre, nous y croyons bien évidemment, de restaurer la souveraineté de la France et de préserver la liberté des Français. Comme le débarquement en Normandie en 1944. Voilà. Ne restons pas seuls. Tout au long de cette longue et interminable période dont malheureusement nous ne sommes pas arrivés au bout, Florian Philippot l'a dit et répété, ne restons pas seuls, ne restez pas seuls. Ne restons pas seuls car dans le contexte terrible que nous connaissons depuis 2 ans, où des atteintes sans précédent sont portées à nos libertés et à nos droits les plus fondamentaux, où un pouvoir inhumain aux mains de la finance, des lobbies, inféodés à des structures supranationales non élues, non démocratiques, entend procéder à notre déshumanisation, eh bien, la solitude nous donnerait toute raison de céder au désespoir. Ne restons pas seuls, car s'il nous faut trouver donc ensemble des raisons de ne pas céder au désespoir, eh bien, le meilleur moyen d'y échapper est de faire collectivement front contre le sort que l'oligarchie voudrait nous faire, en organisant tous ensemble la résistance. Et aux patriotes, nous sommes bel et bien entrés en résistance depuis nos premiers rassemblements nantais, ils ont été évoqués tout à l'heure, devant le monument aux 50 otages, tout un symbole de l'hiver 2020. Résistance que nous poursuivons par le combat électoral que nous nous préparons à mener aujourd'hui. Ne restons pas seuls enfin, car c'est un devoir qui nous est fait, pour le présent comme pour l'avenir, pour nos enfants comme pour la France et l'ensemble de nos compatriotes, a fortiori dans le contexte présent qu'a constitué la réélection de Macron, dont je sais combien vous l'avez, à juste titre, cruellement vécu. Oui, comme nos aînés, nous sommes entrés en résistance, même si, changement d'époque, l'horreur totalitaire a pris aujourd'hui un nouveau visage. La face hideuse des dictateurs du siècle dernier a cédé le pas à l'omnipotence des structures supranationales qui se sont imposées contre la volonté démocratique des peuples en consacrant la toute-puissance des lobbies et des intérêts financiers. Et les visages de cette nouvelle horreur totalitaire qui broie les peuples, ce sont ceux aujourd'hui, notamment, d'Ursula von der Leyen ou d'Emmanuel Macron. L'ennemi contre lequel nous avons le devoir sacré de mener le combat, il a donc un nom, un visage. Il a été élu et réélu, et il gouverne. Et pour le pire, dans un jeu démocratiquement largement vicié, il est vrai. Dimanche dernier, c'est la finance mondialisée. C'est la soumission sans borne à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'Allemagne, à des technocrates et oligarques non élus, et aux lobbies, ceux de l'industrie pharmaceutique notamment, qui pèsent auprès d'eux de toute leur influence. C'est la répression sauvage des mouvements populaires d'opposition légitime, la déshumanisation de la société, l'effondrement des libertés publiques, l'apartheid social sous prétexte sanitaire, le saccage généralisé des droits sociaux et des services publics, le contrôle social par généralisation du traçage numérique, c'est tout cela dont Macron est le visage, l'incarnation, et porte les terribles promesses qui a été conduit dimanche dernier, reconduit et conforté à la tête de l'État. C'est de façon cruelle et dans une grande incrédulité, je le sais, que nous avons accueilli cette réélection. Elle a témoigné de l'ampleur de la mainmise de l'oligarchie sur la vie démocratique de notre pays, au point, je le sais aussi, d'instiller dans les consciences de nombre d'entre vous les plus grands doutes quant aux raisons légitimes de continuer à participer à cette vie démocratique. Nul ne doit pour autant céder à la tentation de ne plus souhaiter y prendre part, de se réfugier à l'avenir
dans l'abstention ou d'envisager des moyens alternatifs inévitablement dérisoires d'action. L'oligarchie n'attend que cela, soyez-en convaincus, dissuader toute opposition, la reléguer à la marge du jeu électoral pour se renforcer et se perpétuer indéfiniment. C'est certes dans la rue, sur les réseaux, dans les échanges d'idées, ici même, que la résistance trouve les cadres de son expression. Mais c'est d'abord et avant tout dans les urnes que le combat se mène. D'ailleurs, la victoire de Macron, pour terrible qu'elle soit pour l'avenir de la France et des Français, n'en était pas moins pleinement prévisible et se laisse totalement expliquer. Le hold-up que Macron a perpétré en 2017 a été possible par l'habileté dont il a su faire preuve, qui a consisté à comprendre qu'avait vécu la fausse alternance entre la fausse gauche et la fausse droite, cette fausse alternance qui avait plusieurs décennies durant abusé les Français en garantissant la perpétuation du système et de son immense pouvoir de nuisance à l'encontre de ceux-ci. Ce hold-up a consisté par la création d'un faux effet de nouveauté, d'un effet parfaitement artificiel à vrai dire, à assécher et à ringardiser les forces traditionnelles du système qui avaient donc vécu à seule fin de perpétuer encore et toujours ce système. En 2022, Macron a bénéficié d'un parfait alignement des planètes, ce qui m'a conduit, il y a déjà plusieurs mois, en réunion de l'équipe départementale des Patriotes, à annoncer qu'il serait, selon toute probabilité, réélu à la tête de l'État. D'abord, pour une large partie de l'opinion, aussi incroyable que cela puisse à nous apparaître, Macron a bien géré la crise Covid. C'est dire le niveau où est tombé le sens critique, interdisant manifestement de saisir que la gestion de cette crise a été en réalité d'une sauvagerie extrême, jusqu'à attenter aux droits fondamentaux du citoyen, au prix, je le disais, d'un véritable apartheid social, à la suspension de salariés, il y en a parmi vous qui sont dans cette situation, qui ont été jetés dans la précarité et qui ont été mis au banc de la société, jusqu'à produire un tel mal-être, ne les oublions pas, une telle détresse particulièrement chez les jeunes, que nombreux sont tombés en dépression ou se sont trouvés acculés au suicide. Ensuite, il y a eu le plan de relance, négocié avec l'Union européenne, qui en réalité s'est fait comme toujours dans l'Union européenne, au plus parfait détriment de la France. Mais qui a toutefois conduit, avant que les chiffres de l'INSEE publiés hier ne paraissent opportunément après l'élection présidentielle, à desserrer les taux des critères de convergence budgétaire, en permettant sur le papier du moins, et de façon donc opportunément transitoire, de mettre en avant les résultats économiques, des résultats économiques en apparence positifs. Enfin, j'en discutais tout à l'heure, il y a eu l'effet drapeau du conflit de l'Ukraine. À chaque fois, c'est connu qu'il y a une guerre, l'opinion, comme par une sorte de réflexe national, resserre les rangs derrière le président de la République en exercice. Même Hollande en avait bénéficié durant son calamiteux mandat. Et même si Macron, atlantiste sans mesure, s'est en fait borné à jouer le rôle de valet de Washington, ce qu'a symboliquement rendu manifeste l'absence du moindre égard que lui a témoigné le président Poutine lors de sa visite à Moscou. Et puis cette réélection s'explique bien évidemment par la mise en œuvre de cette stratégie de second tour, de longue date conçue et mûrie par Macron, visant à favoriser à tout prix la présence de Marine Le Pen au second tour. À reconstituer en somme la configuration du second tour de 2017 pour que l'issue soit la même, stratégie dont nul n'a raisonnablement ni sérieusement douté qu'elle serait effectivement gagnante pour le président sortant. Nous avons été un certain nombre, sans doute un grand nombre, à voter pour Marine Le Pen pour faire obstacle à Macron, mais bien évidemment, nous n'avons jamais compté raisonnablement et véritablement sur la victoire de celle-ci. Disons-le tout net, le RN n'a aucune chance de l'emporter à l'élection présidentielle et je sais de quoi je parle pour avoir été adhérent et responsable national durant plusieurs années de ce mouvement. D'ailleurs, à l'occasion de cette élection présidentielle, il ne progresse pour ainsi dire pas,
41,5%, eh bien, c'est, Florian le rappelait, le score que nous aurions pu, j'y appartenais, donc je parle à la première personne du pluriel, que nous aurions pu raisonnablement faire en 2017 s'il n'y avait pas eu le calamiteux débat du 3 mai 2017. Le RN est par ailleurs prisonnier de ses faiblesses et des incohérences programmatiques qui n'existaient pas à l'époque de la précédente présidentielle. On pense tout particulièrement à l'abandon qui nous a conduit, nous, à l'abandonner, à le quitter et à fonder les Patriotes, de la nécessaire perspective de la sortie de l'Union européenne. Marine Le Pen, rappelez-vous, vous avez été un certain nombre à regarder ce débat qui a été suivi par 16 millions de Français, eh bien, faisait de la préservation du pouvoir d'achat l'un des points angulaires de son programme, de son projet, et elle entendait effectivement redonner du pouvoir d'achat par l'augmentation de la TVA. Or, chacun sait que l'augmentation de la TVA n'est absolument pas possible en demeurant dans l'Union européenne, car nous n'avons plus notre souveraineté fiscale. Sarkozy l'a appris à son détriment en 2008, je crois, lorsqu'il a prétendu baisser la TVA dans la restauration. Au fond, le RN est un mouvement politique qui, en dernier lieu, n'est absolument pas disposé, parce que ce n'est pas dans sa culture, à la moindre alliance, et surtout pas à ce type d'alliance que nous sommes, nous, en train aujourd'hui de conclure, où, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, nous arrivons à nous entendre sur un plan d'égalité qui, évidemment, implique le respect entre nous tous. Tout au mieux, ce que le RN est capable de faire, j'en discutais avec l'un d'entre vous qui connaît également bien cette pratique tout à l'heure, eh bien, c'est de créer des satellites pour donner l'illusion de ralliement de telle ou telle organisation, qui sont en fait de pures pièces créées par lui. La condition absolue pour que l'accès à la victoire soit un jour possible est, au contraire de ce que fait le RN, eh bien, que chaque composante de la galaxie souverainiste prenne pleinement conscience de l'impérieuse nécessité de réaliser le grand rassemblement de tous les républicains authentiques, des souverainistes, et j'ajouterai de droite comme de gauche, même si les derniers tardent à montrer une bonne volonté allant dans le sens d'une union qu'ils pourraient rejoindre, de tous les patriotes qui sont résolus à ne pas accepter la relégation de la France et qui s'engagent pour le redressement de celle-ci et de bien-être social de son peuple. C'est donc ce que nous entreprenons avec ces législatives. Troisième tour de cette élection présidentielle, en constituant, puisque tel est l'intitulé de nos candidatures d'union, l'Union pour la France. J'ai un peu tardé dans le cours de cette intervention à revenir vers eux. Je dois vous dire en toute sincérité et avec même quelque émotion en quel point je suis heureux, moi qui l'attendais, comme beaucoup d'entre nous, depuis si longtemps, que nous soyons enfin capables de réaliser l'union dont nous avons jeté les principes avec Debout la France et Génération Frexit. Nous présenterons donc des candidatures d'union dans les 10 circonscriptions du département de la Loire-Atlantique. Et je vais compléter, pour ce qui concerne plus particulièrement les candidats, les patriotes, la présentation de ces candidatures. Dans la première circonscription, donc, c'est un candidat d'élève, Jean-Claude Lemeau, qui sera candidat. Dans la deuxième circonscription de la Loire-Atlantique, je suis heureux de vous annoncer la candidature de Ludivine Dalichou, qui est là face à moi, qui peut peut-être se lever, que vous pouvez, le cas échéant, applaudir, qui sera donc candidate dans cette deuxième circonscription de la Loire-Atlantique, c'est-à-dire la circonscription difficile pour les segments d'électorat qui sont plutôt susceptibles de se porter vers le candidat de Nantes-Centre. Mais il est important que nous ayons un candidat Union pour la France à Nantes-Centre pour des raisons de visibilité, ce qui est aussi évidemment l'une des raisons pour laquelle nous concourons à ces élections législatives aussi massivement. Dans la troisième circonscription, il s'est présenté lui-même. Nous aurons donc comme candidat également un responsable et patriote, Benjamin Duprat, que nous avons eu le plaisir d'entendre tout à l'heure et que vous pouvez applaudir une nouvelle fois.
Troisième circonscription, c'est-à-dire, je ne m'applique pas la règle que je t'ai demandé, Gaël, tout à l'heure d'observer, c'est-à-dire une des circonscriptions de Nantes-Nord, qui inclut Saint-Herblain tout particulièrement. Dans la quatrième circonscription, c'est-à-dire la circonscription cette fois-ci du Sud-Loire, qui inclut Rezé, Saint-Sébastien et s'étend jusqu'à Boueil, eh bien, nous compterons sur une candidate patriote également, Nadège Bunion, qui est là, que je vous demande également d'applaudir. Et ce sera, alors il se fait tout petit à côté, ce sera Clément, le fils de notre hôte Nathalie, que je remercie encore une fois, et je remercie Clément qui sera son suppléant sur cette quatrième circonscription. La cinquième circonscription, Alain Parizeau vous l'a dit, eh bien, sera une circonscription où se présenteront des candidats Génération Frexit. Alain Parizeau sera donc suppléant, c'est Laure Raveau qui sera candidate titulaire. La sixième circonscription, ça a été également dit tout à l'heure, est une circonscription où se présentera un candidat Debout la France. La septième également, c'est donc notre ami Gaël Bourdeau qui sera à nouveau candidat sur cette circonscription. Vous pouvez l'applaudir lui aussi une nouvelle fois. Sur la huitième circonscription, la circonscription de Saint-Nazaire, nous aurons également une candidate, les Patriotes, enfin chaque candidat, vous l'avez compris, se présentant sous les couleurs de l'Union pour la France, mais j'indique la provenance de chacun d'eux. Elle était là tout à l'heure en tout début d'après-midi, elle nous a quittés. Bah oui, c'est la parité, que voulez-vous, et du coup, la candidate en question avait rendez-vous chez le coiffeur, occupation plutôt féminine, sont tombés, comme nous diraient certains extrémistes, dans des stéréotypes genrés ou de genre, si bien qu'elle est en ce moment, m'a-t-elle dit, chez le coiffeur. Je ne veux donc pas la faire applaudir, ou en tout cas pas en sa présence. Il s'agit d'Édith Masson, qui sera candidate donc sur Saint-Nazaire, et le suppléant d'Édith, qui lui par contre est qui a peut-être moins besoin de coiffeur d'ailleurs, et qui est présent en chair et en os, eh bien c'est notre délégué pour la circonscription de Saint-Nazaire, Yawen Fleury, que je vous demande d'applaudir très fort. Concernant à présent la 9e circonscription, eh bien c'est votre serviteur qui sera candidat titulaire, même s'il il ne réside pas sur cette 9e circonscription, il n'en demeure pas moins que je la connais très bien pour moi aussi y avoir milité. Elle ne vient pas, vous ne l'avez pas rencontrée, mais l'une des pionnières tout de même des Patriotes en Loire-Atlantique, c'est Maggie Lussot, qui fut de longues années durant responsable départementale du Front National, qui était avec moi élue conseillère régionale des Pays de la Loire jusqu'à juin 2021. Maggie a travaillé les Pays de Ré, elle aussi, pendant de nombreuses années. Elle habitait à Paimboeuf, donc à l'extrémité ouest des Pays de Ré, enfin pas exactement l'extrémité, c'est Saint-Brévin, plutôt l'extrémité. J'espère qu'elle pourra... j'ai oublié de le préciser, pardon, elle a plus de 80 ans aujourd'hui, c'est une militante hors pair, et quelque chose me dit qu'elle ne résistera pas à la tentation de renouer, selon les forces dont elle dispose, eh bien, avec l'activité militante pour cette élection législative. J'ai le plaisir et l'honneur de me présenter avec pour suppléant Maxime Le Guénic, que vous connaissez bien tous, qui est là, en mode estivant, vous voyez, avec des lunettes de soleil. On le croirait déjà à la plage, mais soyez-en sûrs, c'est trompeur, parce que je ne doute pas justement de son envie de militer et de continuer à militer exemplairement comme il le fait déjà depuis de nombreux mois. Oui, vous le connaissez bien parce que il vous sollicite, il va à votre rencontre. Je crois qu'il a aussi l'habitude d'organiser souvent des apéritifs chez lui. Bon, je me reposerai beaucoup sur lui pour fédérer, et cela me permet une transition, bien que je n'ai pas rappelé que la 10e circonscription était, comme ça a été dit tout à l'heure, réservée à un candidat DLF. Je voudrais dire que quand je vante la capacité militante, l'engagement militant, et ça fera écho une nouvelle fois à ce que disait Benjamin, je veux dire un mot là-dessus parce que c'est extrêmement important. Une élection, bien sûr, se gagne, ou en tout cas,
on parvient à accéder à des scores conséquents lors d'une élection, notamment en proportion de l'activité militante qu'on est capable de déployer. Bon, je lance donc un appel, un véritable appel, en direction de chacun d'entre vous, pour que vous vous adressiez aux délégués de votre circonscription, je pourrais vous le préciser si vous en ignorez le nom, ou à votre candidat que vous, pour les CC législatives, que vous identifiez désormais, pour, si vous le souhaitez du moins, mais ce serait vraiment très appréciable, eh bien, vous lui proposiez ces services pour contribuer par des actions, notamment militantes, particulièrement militantes, à cette campagne législative. C'est véritablement tout à fait essentiel. Les patriotes de Loire-Atlantique peuvent s'enorgueillir de pas moins de 700 adhérents au niveau départemental, 38 000 au niveau national. Il est donc, somme toute, à attendre que nous soyons capables de nous mobiliser véritablement au niveau local. Je sais parmi vous que beaucoup n'ont pas ou peu milité par le passé. Beaucoup d'entre vous venaient de l'abstention, n'aviez pas d'engagement politique ni militant. Je peux vous assurer que c'est un véritable plaisir, un peu du type de celui que nous éprouvons là, tous ensemble, que de se retrouver pour distribuer des tracts, que de se retrouver pour coller des affiches. On sort rasséréné de ce genre d'activité en se disant qu'on a là accompli son devoir et qu'on a fait quelque chose de bien, et puis ça renforce les liens qu'il est nécessaire de cultiver entre nous. Donc véritablement je vous appelle à vous engager aux côtés de nos différents candidats pour cette élection législative. Pour conclure, cette union pour la France, donc, eh bien, nous cherchions depuis de longs mois chez les patriotes, mais aussi dans les autres mouvements, je le sais, à la réaliser. Nous avions lancé, par exemple, il y a déjà plusieurs mois, le mot d'ordre d'une maison commune des souverainistes et des patriotes. Et c'est donc concrètement ce que nous avons déjà commencé à réaliser, je l'aurais dit 5 fois, mais ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait de cette façon-là, avec, en fonctionnant encore une fois, paritairement dans un respect réciproque. Donc, véritablement, il nous faut maintenant transformer ce qui ne s'était jamais fait en quelque chose qui n'est jamais non plus arrivé, qui est véritablement l'émergence, par des succès électoraux, d'une véritable force souverainiste. Pourquoi pas un troisième bloc, hein, à côté de ce que Benjamin a très justement qualifié, je crois que c'était Benjamin, je suis même plus sûr d'ailleurs, le parti d'extrême centre, hein, avec le MoDem et toutes ces choses-là. Bref, ce que nous combattons en premier lieu, à côté du bloc mélenchoniste, hein, eh bien, parvenons à construire une véritable force souverainiste, et nous aurons l'occasion d'en entretenir la presse prochainement. Je vous rappelle, chers amis responsables de DLF et de GF, que nous devons penser véritablement à l'organisation, à la tenue d'une conférence de presse. Je vous remercie donc pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Les échanges vont se poursuivre. Nous pouvons communiquer. Et je vous dis, bien sûr, plus que jamais, vive la République et vive la France. Et vous propose, pour achever, du moins ces prises de parole, eh bien, que nous entonnions ensemble notre hymne national.